7e jour de course de Paris-Nice, il commence à récolter le fruit de ces kilomètres accumulés depuis dimanche dernier, d'où peut-être sa volonté de se montrer aujourd'hui, de courir devant, d'abord accumuler les kilomètres pour revenir en forme, et puis maintenant retrouver l'habitude d'être devant. Voilà, il a besoin de retrouver l'habitude d'être devant, il a besoin aussi de se montrer vis-à-vis de ses équipiers, parce qu'il est dans une équipe Gewis où il y a beaucoup de fortes individualités, et si Berzin veut encore recourir le Giro, c'est-à-dire le Tour d'Italie en leader, eh bien il lui faut d'ores et déjà montrer qu'il en a les capacités, surtout après tous les problèmes qu'il a connus cet hiver. Il avait signé plusieurs contrats au cours de l'automne et il a passé l'hiver entre les avocats. Ce qui n'est pas la meilleure façon de préparer sa saison. Car Evgeny Berzin, Tour d'Italie l'année dernière, il sait qu'il peut être, durant ces prochaines années, un vainqueur possible du Tour de France. Et cela dans le cyclisme international aujourd'hui, avec la mondialisation du cyclisme, avec cette très importante couverture télévisuelle. Eh bien, un coureur capable de gagner le Tour, ça vaut cher. Et Berzin, il l'a vite compris. Oui, c'est vrai que les coureurs sortaient de pays où le système capitaliste était quand même à l'état latent, mais on peut dire qu'ils sont bien adaptés. Ouais. On voit pas eu trop de problèmes. La voiture de Banesto là, qui vient de s'entretenir avec Arrieta qui appartient à cette équipe Banesto et qui est l'un des équipiers de Miguel Indurain. C'est bonne occasion pour vous donner une vraie info, puisque la formation Banesto devrait rester dans le peloton. C'est une information France 2, elle devrait rester dans le peloton jusqu'à la fin de la carrière de Miguel Indurain. Cela devrait être annoncé avant le départ du Tour de France. On peut donc imaginer que Banesto restera au moins dans le peloton durant ces 2 prochaines années, c'est-à-dire saison 96 et 97. On connaît au moins 25 coureurs qui vont souhaiter que la carrière de Miguel Indurain dure très longtemps. Oui, tout à fait. Regardez le palmarès de Paris-Nice. Quand on gagne Paris-Nice, on gagne une grande course. Et il suffit de regarder les derniers vainqueurs. Sean Kelly. Salut Sean Kelly qui a arrêté sa carrière au mois de décembre. Miguel Indurain bien sûr. Tony Rominger, Jean-François Bernard qui vient de signer chez Sazal. Alex Zoule qui est maintenant dans l'équipe, on ne sait, coéquipier en fait de Laurent Jalabert. Et puis l'an dernier, Tony Rominger bien sûr qui avait été éblouissant dans Paris-Nice. Voilà, bonne entente entre les 4 hommes de tête. Compte tenu de leur position respective au classement général, ils n'ont pas d'intérêt particulier à défendre, donc ils ont intérêt à rouler ensemble. Voilà Evgeny Berzin. Ah, ça c'est le talent à l'état pur. Et il nous rappelle un peu, il n'est pas très grand, il est musclé, il nous rappelle un peu le physique de Bernard Hinault. Oui, c'est vrai. Mercatone, Uno. Fagnini. Oui, Fagnini, 28e du classement général à 12 minutes 56. Arrieta qui est 50e à 13,34. Pour la petite histoire, c'est bizarre, hein, les 4 garçons sont tous dans la même minute au classement général. Oui. En fait, ça veut dire qu'ils n'étaient pas l'autre jour dans la bonne échappée. Exactement. Tout simplement. Il y a eu sur ce Paris-Nice une échappée qu'il ne fallait pas rater. C'est souvent le cas des courses à étapes de 6 ou 7 jours. Toujours éviter, dans la mesure du possible, bien sûr, parce qu'il faut reconnaître que ce Paris-Nice, malheureusement, n'a pas été servi pour les conditions climatiques. Et même l'étape de Rouen s'est déroulée dans des conditions très très difficiles pour les coureurs. Mais les courses à étapes de 6 jours, il ne faut pas laisser se développer d'échappées de plus de 5 minutes, sinon après la course n'est pas assez longue pour pouvoir refaire le terrain. Voilà, Evgeny Berzin qui fait toujours un gros travail. Oui, parce que Berzin se sent en forme. On l'a dit tout à l'heure, il a besoin d'une victoire ici. Et je pense que si cette échappée va au bout, il a de très bonnes chances de pouvoir l'emporter ici. Oui, il faut préciser que l'arrivée sera jugée au bout d'une ligne droite, mais qu'il y aura auparavant 5 km d'ascension. Une ascension très exigeante du Grand-Duc qui se trouve en fait sur le même massif que le col du Tanneron que les coureurs escaladeront auparavant. José Luis Arrieta. Voilà l'équipier. Quand on parle d'équipier aujourd'hui de Miguel Indurain, on montre Arrieta. Bonne occasion de dire d'ailleurs que Stéphane Hulot, qui marche très bien sur ce Paris-Nice, 3e actuellement du classement général, Stéphane Hulot ne participera pas au prochain Tour de France, c'est une certitude. Il fera le Tour d'Italie au sein d'une équipe Banesto et peut-être le Tour d'Espagne au mois de septembre, mais il ne participera pas au Tour de France car
Francis Lafargue, le manager de Miguel Indurain, avec lequel j'en ai parlé hier, m'a précisé sur le Tour de France, l'objectif suprême, c'est bien sûr de gagner un 5e tour consécutif avec Miguel Indurain. Donc il y aura Indurain plus 8 équipiers qui, du premier au dernier kilomètre du Tour, seront dévoués à sa cause. Donc Stéphane Hellot, qui aura 24 ans fin mars, a trop de potentiel. C'est un garçon qui a un avenir énorme dans le cyclisme. C'est un des futurs grands, Stéphane Hellot. Et Chavarri, le directeur sportif de la Banesto, qui est un garçon intelligent, calme, pondéré, a dit: je ne veux surtout pas imposer à Hellot un tel travail. Donc il ne fera pas le Tour. Et dans le Tour, il y aura des garçons, par contre, comme Arrieta, qui eux seront dévoués corps et âme à Miguel Indurain. Oui, c'est un bon calcul de la part d'Etcheverry, puisque Indurain ira en déclinant dans quelques années. Et il prépare déjà Stéphane Hellot pour le remplacer. Et il préfère effectivement donner peut-être plus de responsabilités à Stéphane dans le Tour d'Italie ou dans le Tour d'Espagne, et puis le dispenser du Tour de France. C'est une sorte de façon de préparer les prochains Tours de France que d'éviter à Hellot de le courir. Derrière, deux coureurs de la formation Motorola. Il y a là en l'occurrence Lance Armstrong. Lance Armstrong qui a gagné une étape sur ce Paris-Nice, qui était champion du monde. Lance Armstrong qui est accompagné de son équipier Sean Yates, le rouleur britannique. Ce Yates aussi, celui-là c'est vraiment un équipier également. Ouais. C'est un garçon qui est capable de rouler ce qu'on appelle des bouts droits en cyclisme, c'est-à-dire de rester en tête d'un peloton pendant 5 ou 10 km et de rouler comme ça à 45-48 à l'heure. Alors ici on peut penser que les deux garçons, les deux coureurs ont jugé que le moment était opportun, que l'avance était à 70 km de l'arrivée, une avance de 3 minutes, il faut commencer à réagir. Et voilà un contre qui se développe. Intéressant avec Sean Yates qui était maillot jaune du Tour de France. Quant à Lance Armstrong, vous vous en souvenez, il a été champion du monde à Oslo en 1993. Il a aussi gagné l'étape du Tour de France à Verdun. C'est un super coureur, ce Lance Armstrong, qui habite en Suisse. Oui, et qui est très jeune en plus. Hein. Ah ouais. Il est très jeune, c'était l'un des plus jeunes champions du monde. Ouais. Par contre, c'est paradoxal, c'est un garçon qui est très jeune, mais c'est un garçon qui est professionnel depuis très longtemps parce qu'il était professionnel de triathlon. Ouais. Et donc c'est un garçon qui pratique le sport professionnel à très haut niveau depuis au moins 5 ou 6 ans. Voilà, ils sont donc intercalés, les deux coureurs de la formation Motorola. Il faut noter que Armstrong est 18e du classement général à 11 minutes 06. Voilà toujours les 4 hommes de tête, groupe composé, je vous le rappelle, de Arrieta, de Richard, de Berzin et de Pagny. Le Suisse Pascal Richard. Qui a failli remporter le Tour de Lombardie l'année dernière, qui avait rejoint quelques encablures de l'arrivée. Par Bobrick, qui fait un bon Paris-Nice. Bobrick. Oui. Il est Vladislav Bobrick, il est 12e à 1,49 au général. Voilà, gros travail d'Evgeny Berzin. On s'entend relativement bien dans cette échappée. Evgeny Berzin qui aura 25 ans au mois de juin, c'est-à-dire en fait juste avant sa participation à son premier Tour de France. Gian Matteo Fanini qui est en train de s'entretenir avec son directeur sportif Antonio Salutini. L'équipe Mercatone Uno qui en fait donne de la liberté à tous ses coureurs car Cipollini n'était pas au départ. 2,32 d'écart. Donc les 4 hommes de tête, Arrieta, Richard, Berzin, Fanini. 2,32 d'avance sur 2 coureurs intercalés, Lance Armstrong et Sean Yates.
Ça aussi, c'est un petit exploit, enfin, même un grand exploit, de pouvoir repartir en contre-attaque à deux et les deux coureurs de la même équipe. Jean-René Oui. Oui, bonjour. Bonjour Thierry Blanco qui est sur la moto émettrice de Absolument, France avec 2 ce- et la liaison maintenant est établie avec vous Thierry. Absolument, avec ce très beau temps, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Jean-René. Je ne sais pas si vous avez pu enregistrer un écart entre Lance Armstrong et Sean Yates et le groupe des 4. Cet écart est actuellement de 3 minutes et 10 secondes. Le peloton est actuellement emmené par l'Armada Once, les coéquipiers de Laurent Jalabert, qui bien entendu défendent le maillot blanc du leader. Et ce peloton est actuellement à une vingtaine de secondes des deux coureurs de la formation Motorola, soit un retard d'à peu près 3 minutes 30, 3 minutes 35 sur les 4 échappés que vous avez cités. Et Thierry, vous pouvez nous dire où vous vous situez exactement? Absolument, nous venons donc de quitter Fayence. Nous nous trouvons actuellement à peu près à 5 km de Fayence. 5 km après Fayence, bien sûr. Absolument, oui, 5 km après Fayence. C'est-à-dire que nous sommes donc à 60 km de l'arrivée. 60 km de l'arrivée. Toujours le groupe des 4 hommes de tête qui l'on communique les derniers écarts. Je crois que à ce moment-là de la course, c'est-à-dire encore une petite heure et demie avant l'arrivée, pas donner de consignes trop précises encore aux coureurs. Il faut simplement les renseigner sur l'écart, sur les réactions du peloton. Regardez ce chiffre. Evgeny Berzin, fin 93, 379e au classement UCI, qui est au cyclisme ce qu'est le classement ATP au tennis. 379e fin 93, deuxième fin 94. C'est l'ascension la plus spectaculaire de l'histoire du cyclisme, de plus que ce classement UCI a été instauré. C'est impressionnant. Hein. Tiens, oui. On va revenir au peloton. On va Voilà. attendre le peloton. Arietta, José Luis Arietta, formation Banesto en pleine conversation avec son directeur sportif et toujours Evgeny Berzin alors que nous sommes à un peu moins de 60 km de l'arrivée. Toujours donc Evgeny Berzin qui effectue le plus gros du travail dans cette échappée. Et Pascal Richard avec un style un peu bizarre, Richard. Hein. On ne sait jamais s'il est vraiment à fond, s'il est bien, s'il est tranquille. Qu'il soit à la rupture ou qu'il soit vraiment en dedans, il a toujours le même style, le même visage. Pascal Richard, 4e à ce classement UCI. C'est ça qui est incroyable, c'est que Pascal Richard fait une super carrière, il est toujours présent depuis 8 ans au plus haut niveau professionnel, mais sans une grande notoriété. C'est vrai, c'est un garçon qui passe un peu, disons-le, un peu inaperçu. Un petit peu, oui. Pourtant, il a été champion du monde de cyclocross. Il a remporté l'étape de l'Izoard dans le Tour. Il a remporté des étapes au sprint. C'est vraiment le prototype du coureur complet. Mais finalement, peut-être dans le cyclisme moderne, il vaut mieux être très très bon quelque part. L'un des tout meilleurs dans son domaine, plutôt que d'être touche à tout et de pouvoir remporter une course sur n'importe quel terrain. Ouais, et son directeur sportif, Ferretti, est en train justement d'essayer de le motiver cette année pour les grandes courses par étapes. Le Tour d'Italie d'abord. Il lui a fixé rendez-vous dans le prochain Tour d'Italie et puis ensuite bien sûr dans le Tour de France. Il veut absolument qu'il soit présent dans une grande course par étape d'une durée de 3 semaines, non pas pour aller faire un numéro comme il l'avait fait sur le Tour de France, un numéro extraordinaire quand il avait gagné l'étape de l'Izoard, mais pour être présent parmi les premiers au classement général. Les coureurs qui viennent demander les écarts. Lance Armstrong, maillot avec le lisère arc-en-ciel, ça veut dire que l'on a été champion du monde, hein. Ça, quelque chose
Ah oui, ça c'est quelque chose, il n'y en a pas beaucoup qui le portent, hein, surtout. Ah, je me souviens, Armstrong à Oslo, il avait gagné dans des conditions atmosphériques très très difficiles. Oui. Et à l'arrivée, il disait « Je viens d'atterrir sur la Lune ». Il y avait un Américain, coureur cycliste, qui avait atterri sur la Lune, c'était Greg LeMond. Eh bien, je suis le deuxième. La Lune, c'était le paradis de la réussite professionnelle pour lui en cyclisme. Ah, il est drôle cet Armstrong, ça. Vraiment un charmant garçon. En plus, il a un talent fou. Oui, il commence à regretter un peu de ne pas avoir eu assez de culture cycliste. Il commence à se dire finalement, il est vrai que pour bien pratiquer le cyclisme, pour le pratiquer au niveau, il faut avoir une certaine culture. Lorsqu'il est venu l'année dernière, à peu près à cette époque-là, il avait parlé d'abandonner le cyclisme parce qu'il avait des problèmes. Et pour nous, les Européens, évidemment, c'était incompréhensible. Pour lui, ça lui paraissait pratiquement naturel. Ça va pas, j'arrête. Alors que pour nous, Européens, c'était difficile à comprendre. Puis maintenant, lui aussi commence à penser un petit peu comme nous, commence à se dire qu'il faut avoir une certaine culture parce que c'est le cyclisme est quelque chose qui vient de très très loin tout de même dans le cœur des Européens. Jean-René, Bernard? Oui, Thierry. Oui, petite impression visuelle du peloton. Vous le soulignez tout à l'heure, les 4 échappés ne sont pas évidemment réellement dangereux au classement général. Et Laurent Jalabert actuellement donc bien protégé par Léanis Baroussia, Alex Zule, Patrick Jonker notamment, c'est-à-dire les grands gabarits de son équipe, assure un tempo à l'arrière. On reconnaît notamment à l'avant de ce peloton aussi Laurent Desbiens, François Simon, et puis Stéphane Hulot qui est venu surveiller un petit peu ce qui se passe du côté de la formation Oncé. Mais pour l'instant, le peloton assure un tempo, donc pas de poursuite, pas de chasse envers les échappés. L'écart entre les 4 hommes de tête, Arrieta, Richard, Berzin, Fanini et les 2 coureurs intercalés diminue. 2,04 pour Lance Armstrong et Sean Yates. Oh, comme on n'est pas encore dans le Tanneron, on va y arriver dans un instant. Vous savez qu'à propos de Lance Armstrong, il y a une très belle histoire. Car il y a quelques années, il y a 2 ans, le Tour de France féminin précédait le Tour de France masculin. Il y avait des lieux communs d'arrivée d'étape. Et dans l'équipe de Hollande féminine de cyclisme, il y a souvent, c'est vrai, il y a eu Léontine Van Morsel, mais il y a aussi d'autres filles qui sont très jolies. Et un jour, Lance Armstrong, il a assisté à l'arrivée d'une étape du Tour féminin. Et puis, il y avait donc une coéquipière de l'équipe Hollande, fort jolie, qui est devenue depuis sa fiancée, qui a abandonné le vélo et qui est devenue la fiancée de Lance Armstrong et qui partage sa vie. Comme quoi, il a aussi le coup d'œil. Ah oui. Lance Armstrong. Il veut gagner une grande classique de printemps. Et pour gagner une grande classique de printemps, Lance Armstrong sait qu'il faut marcher maintenant. Car c'est en ce moment que se prépare dans Paris-Nice, dans Tirreno Adriatico en Italie. C'est en ce moment qu'on prépare la prochaine victoire dans Milan-San Remo, dans le Tour des Flandres, dans Paris-Roubaix, dans la Flèche Wallonne, dans Liège-Bastogne. C'est en ce moment. Sinon, il est trop tard. Si on ne marche pas en ce moment, il est trop tard. Effectivement. Je ne voudrais pas critiquer Armstrong, hein, mais là aussi, il a besoin encore d'apprendre un petit peu. S'il veut gagner une classique, et il vaudrait mieux pas trop le dire à l'avance quand même. Parce que quand on claironne un peu trop, on est très marqué. Et après, pour pouvoir s'échapper, c'est tout de même difficile. 54 km de l'arrivée, très exactement. On va arriver à Saint-Cassien. Oui. On est passé à quelques kilomètres à côté d'un charmant village qui s'appelle Montauroux. Il y avait une grande course professionnelle. Nous sommes toujours dans le département du Var à l'occasion de cette 7e étape de Paris-Nice que vous suivez, dont vous suivez le final en direct sur France 2. Demain, bien sûr, vous l'imaginez, sur France 3, nous vous proposerons en direct l'ascension du col d'Èze. Contre la montre individuelle et dernière étape, bien sûr, traditionnelle de Paris-Nice. Ce sera demain après-midi sur France 3. Les 4 hommes de tête bien alignés qui se protègent. Oui, le vent de doit ce vent. toujours être assez violent. Vous avez vu, c'est dangereux. Les haricots, les ronds-points. Ah, ça, c'est vraiment... C'est la raison pour laquelle on met un gendarme avec un drapeau jaune pour signaler le danger. Et c'est bien. Et c'est bien. Il faut en profiter d'ailleurs pour remercier policiers et gendarmes qui font un travail extraordinaire.
Certains diront c'est leur travail, c'est leur métier. Oui, c'est leur métier, mais ils le font avec beaucoup de cœur, beaucoup de dévouement, beaucoup d'attention pour permettre aux épreuves professionnelles de se dérouler. Mais n'oublions pas aussi les 20 000 courses amateurs organisées en France chaque année et qui font la richesse, la vitalité de ce cyclisme français. Et là, dans toutes les petites communes, ce sont toujours les gendarmes et les policiers ou des bénévoles locaux qui sont sollicités pour assurer la sécurité. Et pour les policiers de la garde civile et pour la petite histoire, on peut dire qu'il n'y a jamais personne qui double autant de coureurs qu'eux-mêmes. Hein. Ouais. Parce que, faut savoir, le gendarme tout à l'heure qui avait le drapeau jaune, là, après il remonte vite sur sa moto, il redouble tout le monde, il va jusqu'au prochain rond-point. Ouais. Et ils sont toujours en train de redoubler le peloton et les échapper. Et il est à noter que le peloton, effectivement, leur fait beaucoup de facilité pour les laisser passer. Il y a un respect. Il y a un respect. C'est bien. C'est bien. 53 km de l'arrivée. Saint-Cassien et ensuite l'ascension du Tanneron. Tanneron. Sur la droite de l'écran, le lac de Saint-Cassien. Enfin, une petite partie. Ouais. Une petite partie du lac de Saint-Cassien. 9 km. Il est très grand. 9 km du Tanneron. Toujours les 4 hommes de tête. Evgeny Berzin, l'Espagnol José Luis Arrieta, Pascal Richard et Matteo Fanini, l'Italien. 4 coureurs de tête qui ont compté une avance tout à l'heure de 3 minutes 50. Avance qui a diminué d'abord par rapport à 2 coureurs intercalés. Lance Armstrong et Sean Yates. Sean Yates ici. Sean Yates qui est un extraordinaire rouleur, qui est un garçon très grand, qui mesure 1,86 m, très athlétique, bon spécialiste des contre-la-montre, qui a gagné beaucoup d'étapes contre-la-montre dans des courses comme le Dauphiné, les 4 jours de Dunkerque, qui a aussi fait des places dans les grands contre-la-montre du Tour de France. Il a même gagné un Wascal à la surprise générale il y a quelques années. Très juste. Ça avait surpris beaucoup de monde. Mais là aussi, il y avait un problème devant. Exact. Il était parti, c'est exact Bernard, il était parti parmi les premiers car le classement général n'était pas encore établi. C'était au début du tour. Exact, bien sûr. Et le vent ayant tourné au cours de la journée, eh bien, les grands favoris qui, eux, partaient dans les derniers, eh bien, n'ont jamais pu établir le même temps que Cheniette. C'était également un ancien coureur amateur du club de l'ACBB, l'AC Boulogne-Billancourt. Malheureusement, n'a plus le lustre d'antan, mais c'était vraiment un très grand club. Grand club formateur. Paul Viégan. Exact. Qui n'est plus de ce monde. Non. Belle occasion de penser à lui. C'était un formateur extraordinaire. Il s'était lui aussi retiré d'ailleurs dans l'arrière-pays, Paul Viégan, à la fin de sa vie. Oui, il a habité un moment aux Isambres, à côté de Sainte-Maxime, mais puis finalement il est allé terminer ses jours à Béziers ou à Sète. L'ACBB, club de Boulogne, Boulogne-Billancourt, la banlieue parisienne. À 2 minutes et 3 secondes, l'ancien champion du monde, Lance Armstrong, le Britannique Sean Yates, lui aussi de l'équipe Motorola, se trouve donc avec Armstrong, et un petit peu plus de 3 minutes, le peloton. Alors tout de suite, les positions concernant le classement général, dans ces 4 coureurs, le mieux placé... Ici nous sommes dans une petite descente avant de commencer l'ascension du col du Tanneron, proprement dit. Ce sont de petites routes, comme vous pouvez vous en rendre compte, avec un revêtement un peu grenu qui ne rend pas très bien, qui rend la côte un peu plus difficile. Le Tanneron, dont la montée est difficile, mais dont la descente, vous allez le voir tout à l'heure, est particulièrement spectaculaire, voire dangereuse à certains endroits. Acrobatique. Ah oui, oui. Ah oui. 1,46. Donc pour l'instant, en ce qui concerne les 15 premiers au classement général, et un coureur peut faire un excellent descendeur. Il peut faire pratiquement autant de différence, effectivement, oui, dans la descente que dans la montée. Sont évidemment motivés par la perspective d'obtenir la victoire d'étape ici au sommet du Grand Duc. Et c'est, je crois, Berzin qui fait s'est lancé à corps perdu dans la descente. Il y a eu la première étape à Orléans. Alors qu'Arrieta, lui, elle est un peu moins à l'aise que ses compagnons. Le lendemain, arrivé à Roanne et arrivé victoire en solitaire de Laurent Gelabert, c'était la première. Non, c'est Pascal Richard qui fait la descente. Ah oui, pardon. Oui. Et c'est pas étonnant. C'est un champion du monde de cyclocross. Il a le sens de la trajectoire, le sens des lignes. Une prise de risque maximale.
Voilà, Saint-Gatien, 50 km de l'arrivée. Et nous allons... Jean-René, Bernard? Oui, Thierry. Oui, à l'arrière, donc le peloton est actuellement emmené par les coureurs de la formation Lotto. Et puis à l'instant même, surprise, donc il a surgi à l'extérieur de la route pour emmener le peloton à une allure un peu plus rapide. Et bien c'est le vieux, si j'ose m'exprimer ainsi, Gilbert Duclos-Lassalle qui emmène ce peloton dans la descente. Gilbert Duclos-Lassalle, 40 ans, vainqueur de Paris-Nice en 1980. Une des années d'ailleurs où les conditions météo avaient été les pires, puisqu'on se souvient que dans une étape, Bernard Hinault avait perdu, je crois, 45 ou 46 minutes. Tellement il faisait froid, tellement il y avait de neige. Il y avait 15 cm de neige pendant plusieurs kilomètres. Et cette année-là, en 1980, Duclos, comme l'appellent familièrement et affectueusement tous les gens qui suivent les courses cyclistes, Duclos avait gagné Paris-Nice et depuis il a gagné Paris-Roubaix et il est toujours là. Arrieta, immédiatement dès que l'on commence l'ascension du Tanneron, Arrieta qui est un bon spécialiste des ascensions, vous le voyez, 5 km 400 d'ascension, pente moyenne 7,25%, pente maximum 9%. L'ascension du Tanneron. Ensuite, il y aura, rappelons-le, 2 ascensions du Grand-Duc et c'est au terme de la 2e ascension que sera jugée l'arrivée de cette 7e étape longue. 205 km, c'est une longue étape sur un parcours aussi exigeant. Et vous parliez tout à l'heure, Jean-René, de la descente exigeante, acrobatique du Tanneron. Il est à noter que les coureurs devront la parcourir 2 fois. Oui, parce que c'est donc sur le même massif. Ça peut créer de gros écarts. C'est sur ce massif qu'il y a également le Grand-Duc. 1,27, l'écart diminue entre les 4 hommes de tête et les 2 poursuivants. Lance Armstrong, Sean Yates. Lance Armstrong et Sean Yates, cette image le montre bien, qui n'ont pas encore, eux, commencé l'ascension du Tanneron. Ils vont bientôt arriver au pied du Tanneron. Voilà, ils vont arriver au pied de l'ascension et ils vont attaquer. Ils attaquent là. Voilà, le virage à gauche et c'est juste après le petit pont et juste après que l'on attaque véritablement l'ascension. Avec, oh là là, l'accélération impressionnante de Lance Armstrong. Oui, il faut dire que la Yates, complicité entre les 2 hommes. Sean Yates, on l'a vu, toutes les images que nous a montré Christophe Baudouin, qui dirige ce reportage, qui dirige la réalisation, toutes les images ont prouvé que Sean Yates avait jusque-là, c'est bien couru, il s'est dévoué. En plus, Sean Yates, il a du talent, mais en plus, il a véritablement ce respect du leader, ce sens du travail. Donc, il a énormément travaillé dans les parties plates. Et maintenant que ça devient plus dur, il s'écarte et dit à Lance Armstrong, à toi, champion. Vous avez dit un bon mot, c'est le sens du travail. Parce que Sean Yates ne s'est pas sacrifié comme ça délibérément parce qu'Armstrong lui a demandé. Il s'est sacrifié parce qu'il sait pertinemment qu'il ne peut pas faire ce que fera Armstrong. Alors donc il a essayé d'amener son équipier à l'avant et faire en sorte que son équipier, de rapprocher le plus possible son équipier des 4 fugitifs pour que Armstrong ait encore une chance de remporter l'étape. Alors que lui, de toute façon, avec la montée du Tanneron et celle du Grand-Duc, Sean Yates n'avait pratiquement aucune chance, n'avait même aucune chance de pouvoir l'emporter. C'est un sacrifice, mais c'est également un très très bon calcul. 23 ans et demi, Lance Armstrong. Il aura 24 ans au mois de septembre prochain. Et il est très à l'aise sur ce type de difficulté. Souvenez-vous, l'an dernier, il avait fait un super Liège-Bastogne-Liège. Il avait terminé 2e de Liège-Bastogne-Liège, gagné justement par Evgeny Berzin. Ce qui veut dire que c'est un garçon qui est très à l'aise sur des parcours exigeants. Il était aussi l'an dernier 2e de la classique 400 Sébastien, qui est une très belle classique juste après le Tour de France. Là aussi sur un parcours difficile. Difficile, où De Las Cuevas nous avait montré toute l'étendue de sa classe. Ouais. Et ça, c'est intéressant ce que l'on voit en ce moment, parce que on découvre que Lance Armstrong est en train d'étoffer, d'agrandir son registre. Ça va devenir, ce garçon-là, comme Berzin pour les courses par étapes. Lui, pour les courses par étapes d'une semaine ou les grandes classiques, Armstrong, ça va devenir un des cadors du peloton. C'est obligatoire, il suffit de le regarder. Hein. Je pense qu'il sera très motivé par les épreuves d'un jour. Voilà. Son titre de champion du monde lui a servi, mais je pense surtout d'avoir perdu le titre
a également beaucoup marqué. 3 km 500, un petit peu plus du sommet du Tanneron pour les 4 hommes de tête que nous retrouvons. Evgeny Berzin, Arrieta l'Espagnol, Pascal Richard le Suisse et l'Italien Fanini. C'est Evgeny Berzin qui assure en souplesse, hein, on le voit, hein, il suffit de le regarder, en souplesse. Ça en est. Oui, Thierry. Oui, on peut souligner dans cette première ascension du Tanneron que à l'arrière, évidemment, dans le peloton, c'est Laurent Jalabert qui se comporte en vrai patron en menant l'ascension devant André Hitchfield. Guido Bontempi, il est aidé évidemment de 2 de ses coéquipiers, entouré de 2 de ses coéquipiers, mais c'est lui qui dans les premières centaines de mètres a permis au peloton de se scinder en 2, et Laurent Jalabert actuellement est en seconde position derrière Léanis Marussia. Il mène ce peloton en véritable patron dans cette première ascension. De toute façon, c'est son jeu, hein, Jalabert, d'emmener le peloton assez rapidement pour éviter les contre-attaques ou décourager même éventuellement les contre-attaques. Bien sûr, mais il est... Attention, les gens qui réduiraient le registre de Laurent Jalabert à sa rapidité au sprint feraient une sacrée erreur, car sur des parcours comme celui-là, il est très bon. Il faut se souvenir qu'il a terminé deuxième de Paris-Nice derrière Huminger en 91, qu'il avait été 5e au sommet du Col d'Èze, donc il est bon dans les contre-la-montre. Récemment au Tour de Valence, il a fait un très bon contre-la-montre. Et c'est un garçon, on l'a vu sur le Tour de France l'année où il a ramené le maillot vert. Hein, souvenez-vous de ce superbe comportement qu'il a eu dans les étapes de montagne. Il a ramené un peu à la modeste classante, c'est-à-dire qu'il a pris Voilà. des points dans les étapes difficiles. Exactement. Et puis il ne faut pas oublier non plus que chez les amateurs, Jalabert était catalogué comme étant un bon grimpeur. Ouais. Il avait d'aussi bonne qualité de grimpeur que de sprinter. Simplement chez les professionnels, il a plus fait étalage de ses qualités de sprinter, mais c'est également un bon grimpeur, comme Armstrong d'ailleurs. Lance Armstrong en plein effort. Lance Armstrong en danseuse. 1 minute 32 secondes de retard pour le coureur américain qui appartient à la formation Motorola. Très bonne équipe, très bien organisée, très bien structurée. Des équipes exemplaires du peloton. Et une bonne position d'Armstrong qui prend le guidon par le haut en écartant bien les mains pour pouvoir bien respirer. Simplement une petite réserve, il s'est retourné tout à l'heure pour jauger son avance, alors que lorsqu'on se sent très fort, on essaie plutôt de savoir à combien on se trouve des hommes de tête plutôt que de savoir si le peloton revient. Alors peut-être on va voir. Peut-être un petit fléchissement d'Armstrong, mais ça demande à être revu une seconde fois. Bernard. Oui. Bernard, ben je vous confirme effectivement que Armstrong a un petit peu ralenti. Le peloton, lui, a en revanche considérablement accéléré par rapport à ce qui était tout à l'heure son allure, son tempo. Tous les meilleurs sont actuellement devant. Il n'y a pas de problème particulier, si ce n'est qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, la formation ONCE a littéralement fait exploser ce peloton dans le premier kilomètre d'ascension du Tanneron. Oui, les équipiers de ONCE sont tellement forts que lorsqu'ils veulent faire un tempo, eh bien, la plupart c'est un tempo qui est tellement élevé, c'est un tempo de TGV. Il n'y a plus de place pour les tortillards. Alors que nos 4 hommes de tête continuent à une ascension relativement rapide, mais bien sûr personne ne veut faire vraiment énormément d'efforts, personne ne veut se découvrir et tout le monde veut garder un petit peu de force pour la seconde ascension du col du Grand-Duc. L'ascension du Tanneron pour les 4 hommes de tête. Il faut noter... Jean-René, oui, Thierry. je pense que vous avez l'écart, mais je vous le confirme de nouveau. 3 minutes 15 entre les hommes de tête et le peloton et 1 minute 20 entre les hommes intercalés et le peloton. Il faut noter que la course est en retard et que cela est dû. Il y a eu pourtant un départ qui a été donné ce matin de Brignoles avec 10 minutes d'avance. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ensuite un vent violent contraire et c'est cela qui a ralenti la progression du peloton et ce qui explique ce retard en fait sur les moyennes. Vous savez que dans chaque course il y a des moyennes qui sont établies. Aujourd'hui il y avait une moyenne à 40 km/h, une moyenne à 38 km/h, une moyenne à 36 km/h. Et bien là les coureurs pour l'instant sont pratiquement dans la moyenne la plus faible et cela est dû, je le répète, à ce vent défavorable
défavorable qui a ralenti leur progression durant la première partie de cette étape exigeante. Moins de 2 km du sommet du Tanneron, première grande difficulté du final de cette 7e étape de Paris-Nice, et toujours les 4 hommes de tête, Evgeny Berzin, Pascal Richard, Arrieta et Fanini. Voilà Fanini avec le dossard 143. Evgeny Berzin qui vient de s'écarter sur la droite de la route pour laisser le relais à Pascal Richard. Evgeny Berzin qui se replace en 3e position, en 4e maintenant dans ce groupe. Il est très souple. Il est très souple et surtout il veut absolument que tout le monde participe au travail. Voilà, exactement. Donc il n'a pas hésité à se laisser décoller de quelques longueurs pour que Fanini prenne le relais. Par la même occasion, il montre déjà qu'il est un peu le patron de cette échappée. Ouais. Il n'hésite pas à prendre des risques, de perdre du terrain pour obliger quelqu'un à effectuer un travail, on va dire plus ou moins normal, parce qu'après tout, rien n'oblige vraiment Fanini à rouler, si ce n'est la sportivité. Voilà. Pascal Richard qui assure le train devant José Luis Arrieta. Il y a toujours plus d'1 minute d'écart entre les 4 hommes de tête et Lance Armstrong, car excellente destruction. On voit toujours derrière les hommes de tête les voitures des directeurs sportifs et du commissaire. Et il faut savoir que quand l'écart est inférieur à la minute, on demande aux voitures des directeurs sportifs de s'arrêter, bien sûr, de manière à ne pas fausser la course. Et s'il y a par hasard des voitures de presse derrière, on leur demande, elles, de doubler. L'équipe Chazal avec Koenig, avec le Mexicain Arroyo. L'équipe Mercato de Uno, donc avec dans ses rangs un coureur très prometteur, c'est Paolo Fornaciari. Voilà, nous allons bientôt arriver au sommet du Tanneron. Première difficulté, première des 3 difficultés qui vont s'enchaîner, puisqu'il y aura ensuite, rappelons-le, 2 ascensions du Grand-Duc. Je vous précise tout de suite, vous êtes nombreux, des millions, à aimer le cyclisme et à le suivre sur France Télévisions, mais vous êtes aussi très nombreux, des millions, à suivre le tiercé sur France Télévisions. Je vous précise tout de suite que quand les hommes de tête, je voudrais simplement préciser Thierry, quand les hommes de tête arriveront au sommet du Tanneron, nous rendrons l'antenne à Paris de manière à suivre la course du tiercé, et ensuite nous reviendrons bien sûr ici sur Paris-Nice pour assister au final de cette étape. Oui Thierry, je vous écoute. Oui, le fléchissement annoncé de Armstrong est aussi celui de Yates, puisque Yates maintenant, alors qu'Armstrong lui est encore intercalé entre les hommes de tête et le peloton, Yates va être rattrapé par ce peloton. L'écart n'est plus que de 14 secondes entre Sean Yates et le peloton. Sean Yates qui a, on l'a vu tout à l'heure, qui a fait le travail avec beaucoup de conscience. 1,21, ça diminue mais doucement. Il y avait une 35, une 32, une 21. Il y avait déjà une 20 tout à l'heure. Une 20, disons que l'écart, quelques kilomètres, l'écart s'est stabilisé. Enfin, j'en ai une petite bizarrerie là aussi de la course que je n'ai pas remarqué jusque-là, c'est que ce fameux col du Tanneron, eh bien, il ne compte pas pour le classement de la montagne. Ah bon? Ah oui. Eh oui. Ah bon. On n'a pas jugé assez difficile, certainement. Parce que je regardais, vous savez que c'est le Français Christophe Moreau qui est en tête du classement de la montagne, et je regardais si Richard, en remportant les 3 derniers classements de la montagne, pouvait être dangereux. Effectivement, il pouvait l'être, mais là, il n'emportera que 2, puisqu'il n'en reste plus que 2. Voilà, nous arrivons au sommet du Tanneron, 43 km de l'arrivée. Pascal Richard qui emmène devant l'Espagnol Urrieta, Fanini et Evgeny Berzin. Voilà le passage au sommet du Tanneron qui vient de s'effectuer dans cet ordre. Je vous rappelle qu'au dernier écart qui nous avait été communiqué, Lance Armstrong était intercalé à 1 minute 20 secondes et que le peloton avec le maillot blanc, Laurent Jalabert, le peloton était à 3 minutes 15. Tous les hommes qui figurent à l'avant de la course ne menacent pas Laurent Jalabert au classement général. Nous allons très donc... bien. Jean-René, vous m'entendez? Oui. Jean-René Bernard, bon, mais très bien. Écoutez, on vous retrouve. L'ascension du Grand-Duc, la première ascension du Grand-Duc. Il ne reste plus qu'un homme en tête, le Suisse Pascal Richard que vous découvrez
actuellement, alors que nous sommes à environ 3 km du sommet du Grand-Duc où interviendra donc le premier passage. Il restera alors 23 km 500 de course. Pascal Richard qui dans l'ascension du Grand-Duc a fait un travail extraordinaire, distançant successivement ses compagnons d'échappée. C'est tout d'abord l'Espagnol Arrieta qui a été décroché. Ensuite, et c'est une surprise, le Russe Evgeny Berzin, puis Fanini et Pascal Richard, alors que nous sommes à 1 km 500. 1 km 500 du sommet du Tanneron. Eh bien, Pascal Richard, Bernard Thévenet a pris ses responsabilités. Il reste encore 25 km de course sur des routes difficiles, mais Pascal Richard, là, semble monter en souplesse. Il maîtrise parfaitement cette offensive qu'il a lancée dans cette ascension. Mais c'est toujours la même chose avec Pascal Richard. On ne sait jamais s'il est vraiment à fond de ses possibilités ou s'il en a encore beaucoup sous la pédale. En tout cas, une chose un petit peu bizarre dans cette course, c'est la façon dont Berzin a géré sa course. Parce que c'est lui pratiquement qui a fait lâcher Arrieta au tout début en emmenant un train très très fort sans jamais demander le relais. Puis d'un seul coup, il a fléchi un petit peu. Pascal Richard en a profité pour contre-attaquer. Fanini a suivi un petit moment, mais Fanini n'a pas non plus pu suivre le Suisse qui est vraiment en très très bonne condition actuellement. Tout de suite, je vous rappelle ce que nous vous précisions dans la première partie de ce reportage tout à l'heure. Pascal Richard est 24e au classement général à 12 minutes 28 secondes du maillot blanc Laurent Jalabert. Donc il n'y a pas de danger immédiat pour Laurent Jalabert. Nous allons tout de suite avec Thierry Blanco qui se trouve sur la moto émettrice. Nous allons avec Thierry Blanco faire un point donc sur ce qui se passe maintenant derrière Pascal Richard. Oui, Jean-René, avec Laurent Brochard tout à l'heure qui est sorti au sommet du Tanneron en compagnie de Oleg Kozlitin, le coureur de l'équipe du groupement. Kozlitin a ensuite été lâché dans la première ascension du Grand-Duc. Laurent Brochard en a profité pour accélérer, rejoindre tout d'abord Lance Armstrong, l'ancien champion du monde. Ensuite absorber Arrieta. Il est en train de revenir maintenant sur les autres hommes qui composaient le groupe d'échappés, mais le peloton lui-même a considérablement réagi. Et actuellement, Laurent Brochard qui se trouve à peu près à 1 minute 40 des derniers hommes de tête, de l'homme de tête en tout cas de Pascal Richard, est actuellement à 20 secondes d'avance sur un peloton qui a à son tour absorbé Arrieta et Lance Armstrong. Un peloton actuellement amené par les coéquipiers de Laurent Jalabert avec Alex Zule, Neil Stephens et Laurent Jalabert est là également, on le sait. Il y a André Hitchmill, tous les favoris sont ici dans ce groupe de tête, y compris Stéphane Hulot. Donc tous les leaders sont là à peu près à 2 minutes 15 de Pascal Richard. Pascal Richard dans le dernier kilomètre de la première ascension du Grand-Duc. Rappelons qu'au passage au sommet, il restera très exactement 23 km 500 de course et que le final sera jugé tout à l'heure lors d'une deuxième ascension de ce Grand-Duc qui se trouve sur le massif du Tanneron au-dessus de Mandelieu-la-Napoule. Pascal Richard, coureur expérimenté qui aura 31 ans dans 5 jours, le 16 mars, qui a gagné des étapes sur le Tour de France, sur le Tour d'Italie, qui a été champion du monde de cyclocross, qui est un coureur extrêmement complet. Pascal Richard qui pour l'instant ne se désunit pas, Bernard, il alterne de temps en temps en danseuse, ensuite il se repose bien en ligne sur sa selle, sans à-coups. Pour l'instant, il est dans son rythme. Oui, bien sûr, il est en tête. Jean-René, Bernard. Oui, Oui, à 2 km de l'arrivée, le peloton à 2 km de l'arrivée, Laurent Brochard va être repris actuellement. Laurent Brochard qui va être repris avec un peloton où Alex Zule est en train d'accomplir un travail énorme. En tête du peloton, ce sont tous les coureurs, vous voyez les maillots jaunes de l'équipe espagnole Once de Manolo Saiz. Ce sont eux qui ont pris résolument les affaires en tête du peloton et c'est Alex Zule lui-même qui à l'instant revient sur Laurent Brochard. Pas un regard pour Laurent Brochard. Alex Zule qui se met en danseuse et qui emmène derrière lui Neil Stephens avec ses longs cheveux. Alex Zule est en troisième position. Troisième position, Alex Zule est juste derrière, avec le maillot blanc de leader Laurent Jalabert. Voilà, Laurent Jalabert parfaitement calé, parfaitement placé. Superbe course pour l'instant, Bernard Thévenet de l'équipe Once. Et je dirais impressionnant aussi, hein, Laurent Jalabert, parce qu'il n'a pas l'air de se faire beaucoup de soucis. Pourtant, ça monte vraiment très vite.
Voilà Pascal Richard qui est en train d'en terminer avec la première ascension du Grand-Duc. Pascal Richard qui doit maintenant ne compter plus que sur lui, c'est-à-dire faire sa course à lui et monter au maximum de son rythme sans jamais dépasser son seuil. Donc maintenant il n'a plus qu'à calculer la course par rapport à ses propres sensations. Jean-René Et Bernard. oui, Thierry. Thierry. L'écart, pardonnez-moi, l'écart est de 2 minutes pile entre Pascal Richard et le peloton. 2 minutes entre Pascal Richard et le peloton, toujours emmené par les coureurs de la formation Once, qui effectue actuellement un très gros travail en tête de ce peloton. Il faut dire, Bernard Thévenet, que s'il roule comme cela, c'est pas en raison du danger que représente Pascal Richard, mais c'est pour empêcher tous les suivants immédiats de Laurent Jalabert au classement général d'attaquer, d'essayer de décrocher Jalabert. C'est pour empêcher André Tchmilet, Stéphane Hulot, Sergei Tchakov, Abraham Olano, François Simon, Ekimov, Petitot, Sorensen, Bols l'Allemand, Bobrik le Russe ou encore Yvon le Danois et Rolf Yermann. C'est pour empêcher tous ces coureurs, bien évidemment, de sortir et d'attaquer et de mettre en difficulté Laurent Jalabert. Course parfaite pour l'instant de la formation Once. Pascal Richard qui va dans un instant arriver au sommet du Grand-Duc et nous allons pouvoir mesurer l'avance donc de Pascal Richard, seul en tête pour l'instant dans cette 7e étape de Paris-Nice. Un virage sur la droite et la ligne droite qui mène à la ligne de l'arrivée. Au moment où il passera sur cette ligne, il lui restera 23 km 500 à parcourir. C'est à noter que le sommet du Grand-Duc est un petit peu moins difficile, donc Pascal Richard a pu remettre un développement un peu plus important. Il passe même ici sur le grand plateau, alors qu'au début les coureurs utilisaient plutôt un 39, 18, 19 ou 42, 20. Mais ici il a vraiment remis le grand plateau, c'est moins dur et ça va très très vite. Bernard, Jean-René. Jean-René. Oui Thierry. Oui, je pense qu'avant le sommet, ou tout au moins peut-être tout juste au sommet ou après, Berzin sera rejoint en compagnie donc de Fagnini, seront rejoints par le peloton, car réellement les coéquipiers de la Once, vous le découvrez, vous le voyez sur les images, ont accéléré pour protéger, vous l'avez dit, une éventuelle attaque. Tout à l'heure, petite info quand même, tout à l'heure Stéphane Hulot et André Schmidt se sont regardés en se disant peut-être lequel des deux va tenter quelque chose, mais apparemment je crois que devant un tel cadenas, un tel verrou de l'équipe Once, personne n'a l'intention de bouger, tout au moins dans cette ascension. Alors pour l'instant, Berzin et Fagnini vont être rejoints par les coéquipiers de Laurent Jalabert et le peloton. Voilà plus d'1 minute que Pascal Richard est passé au sommet du Grand-Duc. Vont passer devant nous Fagnini et Evgeny Berzin. Voilà Fagnini et Evgeny Berzin intercalés qui vont passer très exactement avec 1 minute 26 secondes. 1,26 d'écart pour l'Italien Fagnini qui appartient à la formation Mercotone Uno et le Russe Evgeny Berzin. Et voici maintenant dans le final de la première ascension. Voici l'avant-garde du peloton, un groupe d'une quinzaine d'hommes. Il y aura un peu moins de 2 minutes d'écart. La garde jaune emmenée par Neil Stephens, Laurent Jalabert en 4e position. La garde jaune véritablement autour de Laurent Jalabert. Très impressionnant travail de la formation Once. Allez, ils ont fait le ménage comme l'on dit. Hein. Ah oui. Ils ont roulé vite. Vous disiez tout à l'heure, ils roulent vite pour empêcher les coureurs d'attaquer. Là, ils ont réussi. Hein. Parce que je peux vous dire, personne pour le moment n'a trop envie d'attaquer. Peut-être dans les tout derniers mètres et encore. Les coureurs sont trop occupés à suivre. Et malheureusement, pour Richard, ça risque d'être dangereux, ce train d'enfer. Pascal Richard en plein effort. Alors que continue de passer sur la ligne des coureurs à l'instant Thierry Bourguignon et Ronan Passec. 20 km 800 de l'arrivée pour Pascal Richard. Ce sera difficile. Voilà un groupe qui passe avec plus de 4 minutes
dans lequel il y a notamment Richard Virenque, Baldato. Rolf Sorensen, Baldato. Richard Virenque qui ne sera pas dans le coup, même pour une place d'honneur ici au sommet du Grand-Duc. Richard Virenque qui est encore un peu juste à ce stade de la saison, alors que Pascal Richard poursuit sa marche solitaire en avant. Et Armstrong qui était tout à l'heure devant, qui vient de passer avec 3 minutes 30 secondes de retard. Lance Armstrong, Moreau, le jeune Moreau, 3,31 pour le jeune Moreau qui portait, jeune néo-professionnel de la formation Festina, qui portait au départ ce matin le maillot bleu du meilleur grimpeur de ce Paris-Nice, qui a été lui aussi décramponné par les meilleurs. Ah, l'accélération de... Je crois que c'est Garcia ici, hein, qui est en tête. Nous avions confondu tout à l'heure avec Zoulet. Il a un petit peu la même allure. Il avait pour beaucoup la même allure. Avec le contre-jour sur le moment. Il faut dire que les hommes de Honsey emmènent à une telle allure que le peloton a littéralement explosé de partout. Et beaucoup de coureurs, nous avons vu passer notamment Laurent Roux aussi ici. Beaucoup de coureurs ont été surpris. Très impressionnant travail. Véritablement, il n'y a rien de mieux en fait que d'imposer soi-même sa manière pour contrôler une course et pour protéger un leader. L'équipe Honsey nous en donne une illustration extraordinaire cet après-midi avec ce Neil Stephens. Pour cela, il faut disposer effectivement de très très bons équipiers. Regardez Neil Stephens. Petit, il est petit, il a des muscles énormes ce mec. Voilà, Fanini qui est rejoint à l'instant. Fanini qui était intercalé. Voilà maintenant Berzin qui voit arriver la garde jaune de Laurent Jalabert et qui va essayer, Evgeny Berzin, de prendre les roues. Toujours un train impressionnant. Effectivement, vous parlez de prendre les roues, c'est difficile de reprendre les roues dans un petit groupe comme ça. Évidemment, un peloton d'une centaine de coureurs, déjà il met plus longtemps pour vous doubler. Alors, vous avez le temps de vous refaire un petit peu, mais ici c'est difficile. La voilà cette descente. C'est un excellent descendeur. La voilà cette descente du Grand-Duc qui est en fait une partie de la descente du Tanneron, puisque nous nous trouvons, je le répète, sur le même massif. Et on voit bien sur ces images de Christophe Baudouin, de la SFP et de France 3 à Marseille, on voit bien cet enchaînement de virages. En fait, c'est ça une des grosses difficultés du Tanneron, Bernard, c'est que pratiquement tous les 25 mètres, un virage arrive. Oui, et l'autre difficulté, c'est qu'il y a des virages, vous voyez, comme celui-ci qui est relativement ouvert, et d'autres qui sont beaucoup plus fermés. Il faut donc 20 km de l'arrivée. Il faut donc être extrêmement vigilant. Il faut faire comme Pascal Richard ici, autant que possible, commencer le virage à l'extérieur, plonger à la corde, ressortir à l'extérieur, se relancer. Il a été champion du monde de cyclocross, il a l'habitude des trajectoires, et ça compte. Et surtout là où il a gagné, il fallait avoir de bonnes trajectoires, il y avait au moins 20 cm de boue. Et là, dans la boue, il faut avoir la trajectoire dès le départ, sinon on peut difficilement la modifier. 19 km 300 de l'arrivée. Ouh, là, vous voyez, nous parlons de trajectoire. Eh bien, Pascal Richard, qui a, voyez, nous parlions du ça sens c'est de bien la terminé. trajectoire. Ça c'est bien terminé. Il y avait un virage à droite là, qui n'était pas annoncé, mais pas de maîtrise, hein. Pas de panique. Oui. Il a freiné, pas de dérapage et il est reparti. Ici, le peloton n'est pas tellement avantagé dans une descente technique comme ici. Ouais. Sur les très belles routes larges avec des virages qui se prennent très vite, les coureurs se doublent les uns les autres par Bon, ils sont 25. Environ. 25. Environ. Oui. 25 dans le groupe de Laurent Jalabert. Et dans ce groupe, il y a notamment Schmilé, il y a Stefanello, que l'on a vu tout à l'heure, qui fait un très bon Paris-Nice, Stefanello. 3e du classement général, une 45. Dans ce groupe, il y a également l'Ukrainien Uchakov, qui est 4e du général. Il y a l'Espagnol Abraham Oliano, qui est 5e. Ils sont tous, les hommes que je viens de vous citer, ils sont tous dans ce groupe du maillot blanc, Laurent Jalabert. Là aussi, c'est sorti large ici. Hein. Voyez, quatrième position, Laurent Jalabert.
C'est parfait. On va voir le comportement du peloton ici, là où Pascal Richard soit s'est trompé de route parce qu'il y avait une petite route qui partait un peu plus à gauche, soit a complètement raté son virage, on ne sait pas tellement. Difficile de l'analyser. Schmillet qui est bien placé, là, qui est en 5e position. André Schmillet qui fait un bon Paris-Nice. Pas trop copain avec Wilfried Nelissen d'ailleurs, parce que Nelissen veut qu'on lui emmène systématiquement les sprints et Schmillet, lui, joue le classement général. Il y a eu quelques Oui, mais il y a toujours... Oh, regardez, là, l'endroit où Pascal aussi, Richard oui, a fait, c'est cet endroit-là. Oui. Pascal Richard a fait son embardé tout à l'heure. C'est juste aussi là. C'est au même endroit là encore. Hein. Oh, c'est dur. Ouais, pour revenir à Schmillet et Nelissen, il est normal que dans une équipe, il y a un leader pour les victoires d'étape et un autre pour le classement général. Et la route n'est pas très large, ça saute, ça ne rend pas très bien. Et puis lorsqu'on a failli rater un virage ou deux même, comme Garcia ici, après on devient évidemment beaucoup plus prudent. Surtout qu'ici l'équipe Once n'a pas de risque à prendre, hein. Elle ne va pas se faire attaquer dans la descente en principe. Hein. Donc il faut simplement maintenir un bon train, mais n'est pas obligé de maintenir un train d'enfer comme tout à l'heure. Voilà le ralenti. Merci à Christophe Baudouin et nos amis de la SFP de France 3 Marseille. Voilà, regardez ce ralenti impressionnant. Il roule sur l'herbe et il reprend sa trajectoire, jette un coup d'œil à l'arrière et se remet en ligne. Enfin, on lui offrira la casselle. Le plus impressionnant, c'est comment il prend son virage sur l'herbe. Il maintient l'écart, 1,59. Donc Pascal Richard, pour l'instant, maintient l'écart malgré le gros travail de la formation Once des coéquipiers de Laurent Jalabert. Je pense que par ses dons de descendeur, Pascal Richard va réussir à maintenir son avance dans la descente. Et s'il arrive au pied du dernier col à 6 km de l'arrivée avec environ une 40, une 50 d'avance, ça sera pratiquement joué pour lui. Thierry Blanco, impressionnant de suivre le travail des Once. Vous êtes dans la descente sur la moto? Oui, Jean-René, effectivement très impressionnant. J'ai attendu avec beaucoup d'intérêt cette courbe dont vous parliez tout à l'heure où Pascal Richard a fait une embardée. Je pense que ça sera l'une des images de ce Paris-Nice. Pour confirmer les propos de Bernard Thévenet et les vôtres sur cette descente, il y a toute une partie où effectivement on saute beaucoup, où les pneus, les boyaux ont du mal à adhérer sur cette route et où effectivement dans le peloton il est très difficile de prendre une trajectoire un peu plus tendue peut-être que lorsqu'on est seul. Ce qui explique sans aucun doute que Pascal Richard, en excellent descendeur qu'il est également, a pu conserver l'écart actuellement de 1,58, 1,59 entre donc lui et l'armada jaune des Once. Neil Stephens, baroudeur, mercenaire australien. Les bons coureurs australiens. Phil Anderson, Neil Stephens. Neil Stephens qui a fait pratiquement toute sa carrière dans des équipes espagnoles d'ailleurs. Exact. Oui. Oh, il doit bien aimer le soleil. Deuxième d'une étape du Tour de France l'année dernière. 31 ans, expérimenté, solide. Belle couche de muscles. Et lui aussi a très bien compris qu'il veut gagner une course de temps en temps, mais qu'il ne peut pas être un leader et que donc il a beaucoup plus à gagner à être un excellent équipier qu'un mauvais leader. Et c'est vraiment un très très bon équipier. 1,55. Il y avait 1,59 il y a quelques instants. 1,55, 4 secondes. On peut dire que Pascal Richard maintient. Voilà, il maintient. Pascal Richard, dont je vous rappelle qu'il n'est pas menaçant au classement général pour Laurent Jalabert, puisqu'il est 24e à 12,28. Prend beaucoup d'angle hein, dans ses virages, Pascal Richard. Oh là, ça a dérapé un petit peu là aussi. Mais il est très bien ressorti. Car là, ce qui est important, c'est non seulement de bien prendre le virage, c'est surtout de ressortir très vite du virage. Pour ne pas être handicapé par une dépense d'énergie trop forte pour se relancer à la sortie. C'est Jean Chassan qui a vu le premier vainqueur et puis ensuite les victoires de Vandenbroek, de l'Australien
Phil Anderson, celle de Pierre Bazot, en 82 de Dirk Wolf. Richard est un bon descendeur, hein, mais la motocaméra, Ah ouais. c'est un bon descendeur aussi, parce que ça fait beaucoup de poids à descendre. Regardez, ici on a vraiment un phénomène de trajectoire. Vous voyez que tous les coureurs passent exactement au même endroit. Ouais. Vous avez raison de souligner le travail extraordinaire de tous nos amis. Motards, caméraman, sondier, pilote d'hélicoptère, bref, tous ceux. SFP, France 3 Marseille, plus les incrustes de nos amis d'Organisport, une 53, qui vous permettent donc de suivre ce final spectaculaire de la 7e étape de Paris-Nice. Il y aura demain, à l'occasion du dernier jour, il faut le rappeler, 2 demi-étapes. La première demain matin, elle nous conduira à Nice, très exactement Manque de Lieu-la-Napoule-Nice, 94 km. Et puis demain après-midi, bien sûr, les 13 km 500 d'ascension du col d'Èze. Très bel enchaînement, 25 coureurs dans ce groupe à 1 minute 53 secondes de l'homme de tête, le Suisse Pascal Richard, groupe de 25 coureurs dans lequel figure 13 km de l'arrivée, dans lequel figure le maillot blanc, leader du classement général, Laurent Jalabert. 2 minutes. 2 minutes sur un groupe de centaines. Ah, c'est Parsani, l'adjoint de Ferretti, qui vient, ancien bon coureur, qui est né en France. Dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais. Parsani, Qui parle donc très bien le français. parle très bien français, qui vient de s'entretenir avec Pascal Richard. Il est l'adjoint de Giancarlo Ferretti dans cette superbe équipe MG Technogym. Ça, c'est vraiment une super équipe par Primo, parce que Ferretti est très fort. Mais également, comme il a beaucoup de coureurs dans son équipe, il peut se permettre de ménager certains coureurs pendant un certain temps. Il a encore assez de réserves pour gagner d'autres courses. C'est que chez eux, on a l'impression que les coureurs ne sont pas stressés, ils ne sont pas attendus à un résultat, parce qu'ils ont toujours un coéquipier qui lui est capable de faire ce résultat-là. Et à la mi-février, sur France 2 le samedi et France 3 le dimanche, vous aviez vu, à l'occasion du Tour méditerranéen, un Gianni Bugno impérial, gagné au sommet du Mont Faron, puis le lendemain au pied de Notre-Dame de la Garde à Marseille, et remporté le Tour méditerranéen organisé par Lucien Aymar. Eh bien, aujourd'hui, Bugno n'est pas là, car Ferretti fait tourner son équipe. Bugno en fait participe à Tirreno Adriatico. Et c'est Pascal Richard qui fait la course en tête. Ah. Jean-René. Thierry, nous vous Oui, écoutons. l'écart a augmenté maintenant entre Pascal Richard et le groupe de tête. 2 minutes et 20 secondes. 2-20. 2 minutes 20 secondes pour Pascal Richard. Cela lui donne bien sûr une marge beaucoup plus confortable avant l'ascension du Grand-Duc qui conduira à l'arrivée. Et compte tenu du positionnement, on peut dire, Bernard Thévenet, que sauf chute, gros accident technique mécanique, Laurent Jalabert devrait... Donc il a fait le plus difficile. Ouais, mais je crois qu'il a fait le plus dur. Hein. la course n'est jamais gagnée tant Non. qu'on n'a pas franchi la ligne. Puis vous savez, les coureurs n'aiment pas trop qu'on leur attribue la victoire avant que la ligne d'arrivée soit franchie. Stéphane Ils ont Helot. peur que ça leur porte malheur. Stéphane Helot, très bien placé. Il Quatrième marche position. Très fort. Ah, il marche Il est le très breton. bien en ce moment, Helot. Stéphane Helot qui aura 24 ans à la fin du mois de mars. Nous vous disions tout à l'heure qu'il serait dans le Tour d'Italie, dans le Tour d'Espagne. Il est protégé cette année par José Miguel Echavarri car il appartient à l'équipe Banesto. Toujours ce travail à Alex Zoul, Laurent Jalabert. Voilà. Il y a eu un ralentissement certainement de l'équipe Once. Je ne pense pas que Richard ait pu reprendre comme ça à 20 secondes. Donc il y a dû y avoir une petite prise de conscience d'Once qui a dit après tout pourquoi regarder Jalabert comme il est décontracté ici. Grande maîtrise, grande décontraction. En disant inutile de laisser trop de force. Il y a encore une étape demain, il y a encore le contre-la-montre de Mamadi, il y a encore d'autres courses après Paris-Nice. Donc si ce n'est pas vraiment utile,
n'est pas la peine de faire vraiment la course à fond. Laurent Inutile de Jalabert. dépenser trop d'énergie. Laurent Jalabert qui a réussi. Alex Zoule qui est devenu l'équipier, le bon équipier. Garcia. Et Garcia. Ouais. Alex Zoule. Lorsqu'on les voit l'un côté de l'autre, on dirait deux jumeaux. Ah, c'est incroyable. Tout à l'heure, incroyable. Il est 11e du général Zoule à 1,49. Il faut noter que c'est tradition hein, dans les courses cyclistes. Les coureurs sont toujours 2 par chambre. Et sur ce Paris-Nice, dans l'équipe Once, Zoule et Jalabert partagent la même chambre. Ce qui est assez rare parce qu'en principe, on ne met pas les deux leaders dans la même chambre. Mais là, la confidence est de Laurent Jalabert. Partage la même chambre. Ouais, voilà, on les met par affinité. Ouais. Et s'il s'entend très bien avec Zoule, il vaut mieux. Regardez Stéphane Hulot, quelqu'un. 5e position, très bien placé Stéphane Hulot. Andrich Millet qui est juste derrière. Et nous revenons en tête de la course. Pascal Richard, le Suisse. 2,26. Confirmation de la justesse des écarts que nous donnait Thierry Blanco il y a quelques instants. Jean-René. Oui, Thierry. Oui, pour vous souligner que la... Si je ne peux pas l'appeler la garde rapprochée de Pascal Richard, car Baldato, Jaherman, Lauda et Rebellin ont eu beaucoup de mal, et Sorensen notamment, ont eu beaucoup de mal à rejoindre le groupe de tête. Et pour ralentir la descente des Once et la progression des Once, qui à mon avis ne reviendront plus maintenant, sauf accident, sur Pascal Richard. En tout cas, les coéquipiers de Pascal Richard avaient été lâchés dans la descente. Ils viennent maintenant de réintégrer le groupe de tête. Le 88, c'est Richard Virin que vous découvrez devant vous. Voilà, Sorensen, le bon coureur danois, Rolf Sorensen. Enfin, il a cru l'année dernière à Grosjean qu'il allait être champion du monde et c'est du Club Blanc qui a gagné. Regardez Richard Virin qui sourit, décontracté. Vous voyez le petit signe Un là, petit geste significatif. pendu. Pendu. Ça veut dire pendu. Ça veut dire pas capable de faire la course devant, car le groupe que vous voyez là, c'est le 2e peloton. Ouais. Il y a le premier peloton, bien sûr, de Laurent Jalabert, et derrière, un autre peloton plus important. Jean-René. Ah non, la jonction vient de s'effectuer. La jonction vient de s'effectuer. Oui, Jean-René. Jonction entre les 2 pelotons. Le peloton Jalabert et le peloton qui était juste derrière. La jonction vient de s'effectuer à l'instant sous nos yeux. Oui, Jean-René. Oui, Le groupe de tête à 10 km de l'arrivée. Le groupe Jalabert. ah oui. Voilà, vous le voyez maintenant avec ce plan. C'est plus d'hélicoptère. Le groupe de Jalabert qui a au moins un doublé de volume. Ouais, et dans ce groupe, là, on aimerait bien savoir, Thierry, si François Simon et Yvan Le Danois sont dans ce groupe. Ce sont les autres Français avec Hulot et Jalabert qui pointent dans les 15 premiers de Paris-Nice. Bernard. Oui, Bah, je vous le confirme. Actuellement, Yvan Le Danois se trouve dans la roue de Laurent Jalabert. Nous sommes à leur côté dans la roue de Laurent Jalabert en compagnie d'André Hitchmill. C'est toujours Neil Stephens qui mène ce peloton. Et François Simon se trouve un petit peu plus à l'arrière. Mais il est également présent. Le voilà, on vient de le dans voir, François Simon. Voilà, sur la droite de votre écran. Voilà François Simon. encore bel exploit de la moto qu'il a trouvé dans le peloton. Formidable travail de nos amis caméramans. Voilà François Simon, la grande tradition des Simons. Régis, Pascal et maintenant François. Enfin, je devrais dire Pascal, Régis et maintenant François. Pascal, Jérôme, Régis Et Jérôme. et François. Quatrième C'est le 4e. dynastie. Originaire de l'Aube, côté de Troyes. Voilà toujours la décontraction de Richard Virenque. Jean-René. Oui, L'écart est toujours de 2 minutes et 20 secondes. 2 minutes 20 secondes. Pascal Richard peut sérieusement commencer à penser à la victoire d'étape, à une belle victoire d'étape. Il faut rappeler que Pascal Richard était dans un groupe composé de 4 coureurs, Evgeny Berzin, Arietta, Fanini et lui-même, et que c'est dans la première ascension du Grand-Duc que Richard est parti seul à 27-28 km de l'arrivée. Et le voilà dans Mandelieu. Oui, Il est dans Mandelieu. Il va donc... il a tourné à droite et s'apprêtait à souffrir puisque Voilà. ça commence à monter. Tout de même, il faut noter que Pascal Richard est échappé depuis près de 90 km et c'est un authentique exploit. Voilà le Grand-Duc. 6100 mètres, pente moyenne 6,59%, pente
maximale 10%. La pente est plus rude en bas qu'au sommet. Il y a notamment un virage à gauche là, dans 700 ou 800 mètres, là où avait été lâché le tour précédent Arrieta. Relativement difficile à négocier. Mais il faut dire, lorsqu'on se présente à 6 km de l'arrivée avec 2 minutes 20 d'avance, on n'a pas à s'affoler. Et on peut facilement régler son rythme. Oui, d'autant plus que Pascal Richard a 31 ans, c'est un coureur expérimenté. Toujours en tête, les coureurs de la formation ONCE, c'est Neil Stephens. Toujours le même. Hein. Ah oui. C'est véritablement, si l'on devait attribuer un prix de l'équipier numéro 1 aujourd'hui au terme de cette étape, je pense qu'il n'y aurait pas de discussion. Non, Yates serait pas très loin, mais Yates, enfin, malheureusement pour lui, ça pencherait en faveur de Stephens car il fait un boulot plus efficace pour le résultat final. Et plus long, Binoche. Et Je plus pense long. que sur la journée, Neil Stephens sera roulé plus longtemps que Yates. 2-11. Parce qu'il peut y avoir il y a des fluctuations dans l'écart, parce qu'il y aura des changements de vitesse dans le peloton, alors que Richard lui a intérêt au contraire à garder une vitesse beaucoup plus linéaire. Neil Stephens, comme il est parti là, il va continuer jusqu'à épuisement. Oui. Il va continuer, il va commencer à monter le tanneron, et puis au moment où il n'aura plus de force, il va monter tout doucement après. Pour lui, l'important, c'est de ne pas être éliminé, c'est tout. Voilà le virage à droite dans Mandelieu qui mène le peloton du maillot blanc Laurent Jalabert vers le Grand-Duc. Jean-René, Thierry, l'écart diminue encore, 2,04. 2,04. Merci. Alex Zoule, Laurent Jalabert. Il a vraiment l'air très très à l'aise, Jalabert. Il faut dire aussi que la perspective de pouvoir remporter Paris-Nice, ça vous donne des ailes. Garcia, Stephens. Alex Zoule qui a gagné, rappelons-le, Paris-Nice il y a 2 ans, en 93. L'an dernier, il a été un tour en dessous, Alex Zoule. Il a maintenant 26 ans et l'on peut dire qu'il est revenu à son meilleur niveau. C'est un des candidats à la succession d'Indurain et de Rominger. C'était même 2 années passées, c'était l'un des candidats les plus en vue. Voilà Parsani. 4 km 500 de l'arrivée. Parsani qui vient prodiguer d'ultimes encouragements à Pascal Richard. Pascal Richard qui se relance. Ici, il vient juste de passer le virage à gauche qui était très difficile. Neil Stephens. Je vais donner un petit point de règlement, Jean-René, c'est que normalement une voiture n'a plus le droit d'intervenir dans un peloton, passer le panneau des 5 derniers kilomètres. Par contre, un échappé seul comme Pascal Richard, on a le droit de monter à sa hauteur pour lui donner des renseignements. Cette équipe ONCE, dont on a dit l'année dernière qu'elle courait beaucoup trop, que Manolo Saiz demandait trop d'efforts à ses coureurs. Donc l'an dernier, il y a eu un programme beaucoup plus allégé qui n'a rien donné. L'équipe n'a pas eu de bons résultats. En plus, il y a eu cette énorme malchance avec la chute de Laurent Jalabert au début du Tour de France. Et cette année, Manolo Saiz est revenu à ses principes de base, c'est-à-dire une préparation très tôt, dès fin novembre, pour arriver dans les premières courses avec environ 5-6 000 km, ce qui est énorme d'entraînement. Mais pour l'instant, l'efficacité de la méthode est démontrée par le comportement de Jalabert, mais aussi par l'efficacité de cette garde jaune qui l'entoure. 1,59, l'écart diminue. Bien sûr, la préparation du début de saison varie également selon les courses que l'on prépare par la suite. Alors qu'ici, toujours Neil Stephens en tête, qui emmène un train d'enfer. Mais je pense que ce qui est important, c'est de faire un certain nombre d'efforts dans l'année et puis savoir récupérer entre ces efforts. Alors il faut préciser que l'avant-dernière étape de Paris-Nice arrive ici au sommet du Grand-Duc pour la 4e fois. Les précédents vainqueurs, en 92, Stéphane Hulot, c'est là qu'il s'était révélé en fait, il arrivait. En 93, Armand de las Cuevas, qui a été discret pour l'instant.
sur ce Paris-Nice. On est en début de saison. Et l'année dernière, Charlie Mottet qui avait gagné. Et c'est Montoya qui avait pris le maillot blanc et qui l'avait cédé le lendemain à Tony Rominger dans l'ascension du Col d'Èze. Charlie Mottet, dont on peut préciser qu'il débute une reconversion intéressante, puisqu'il sera aux côtés de Thierry Cazenave dans l'organisation du prochain Critérium du Dauphiné libéré et qu'il sera également dans l'organisation de la Société du Tour de France à l'occasion du prochain Tour de France. C'est une très bonne idée tant des organisateurs du Dauphiné que des responsables de la Société Tour de France et de Jean-Marie Leblanc, car il est bien que des coureurs jeunes qui étaient à un très haut niveau, c'est le cas de Mottet, c'est le cas aussi de Madio qui est directeur adjoint de la course sur Paris-Nice, il est bien tout de suite de les intégrer comme cela à des organisations, car ils connaissent tous les coureurs, ils connaissent toutes les méthodes modernes de travail, les nouveaux parcours. C'est très très bien, c'est très judicieux. Je pense que ces gens-là ont des compétences, c'est certain. Et les utiliser vers leur descente de bicyclette, c'est bien. Oui, Thierry. Oui, peut-être une petite réaction maintenant à moins de 4 km de l'arrivée de Serge Parsani. Oui. C'était vraiment un pari fou ce qu'a tenté Pascal Richard aujourd'hui. Oui, on n'avait pas prévu ça. On était parti à 130 km de l'arrivée. On avait dit de rester tranquille jusqu'à les derniers 2 passages du Grand-Duc. Mais ça se voit qu'il a vu qu'il était costaud et il est parti avant. Voilà. Merci. J'espère que vous avez bien reçu. Oui, nous avons très bien reçu. Merci Thierry Blanco, merci Sergio Parsani. Pascal Richard, Bernard Thévenet qui commence à donner quelques signes de lassitude. C'est évident. Il suffit de regarder son allure, ses bras et son visage. Les mêmes symptômes qu'au Tour de Lombardie l'année dernière. Ouais. Et c'est toujours là. On ne sait pas si c'est parce qu'il est sur un grand braquet ou si parce qu'il souffre vraiment. On n'a jamais l'impression que Richard s'étripe, comme l'on dit. C'est-à-dire qu'il va vraiment chercher au fond de lui-même les dernières ressources pour tenir le coup. On a connu des garçons comme ça, des garçons comme Didi Thureau, comme Schkeuten par exemple, qui étaient capables de rouler à 50 ou 55 à l'heure sans que ça se voit sur leur visage et qui craquaient d'un seul coup sans que leur allure ne change tellement. Pascal Richard seul en tête, derrière le peloton qui est toujours emmené par les coureurs de la formation Once. Par contre, Neil Stephens Oui, Neil Stephens s'est écarté. A dû reculer un peu. Arrivée pour Pascal Richard. Voilà, Garcia. Combien de l'arrivée pour Pascal Richard, Thierry? 3 km, Bernard, Merci. 3 km. Alex Zoule, deuxième position. Troisième position, Laurent Jalabert, André Millet que l'on voit avec le maillot Lotto. André Millet, le dernier vainqueur de Paris-Roubaix. Voilà, André Millet. André Millet, deuxième du classement général à 1,43, qui ne quitte pas Laurent Jalabert. Mais quand on regarde l'allure d'André Millet, on n'a pas l'impression qu'il ait les moyens de lancer dans les derniers kilomètres une grande offensive. André Millet qui est domicilié à Roubaix et qui appartient à l'équipe Lotto dirigée par Jean-Luc Vandenbroek. 1,40, l'écart diminue. La lassitude que l'on remarquait sur le visage de Richard, cette curieuse attitude au niveau des bras et des coudes, l'impression un peu de tassement quand il se met en danseuse, eh bien ça se confirme au niveau du chronomètre. Il y a beaucoup d'ailleurs en danseuse, hein, mais elle reste très très longtemps debout. Les bras très écartés, les coudes, pas bon signe. En principe, avec une 40 à 3 km de l'arrivée, il aurait dû être possible de gérer son avance. Mais vous savez, en début de saison, avec la température très très froide, on consomme énormément de calories. Ah, une attaque. Accélération en tête de la course, c'est Mercatone. C'est un coureur italien de l'équipe Mercatone Uno. Coureur de l'équipe Mercatone Uno. Et Jewis, peut-être Bobrick, non?
Effectivement, accélération, accélération, accélération. Et c'est important de Vladislav Bobrik. C'est Bobrik qui est parti. Bobrik qui est dangereux. Bobrik qui est 12e au classement général à 1 minute 49 secondes. Et qui joue son va-tout. Bobrik, le dernier vainqueur du Tour de Lombardie. Ah, il fait signe de passer le petit, Là, petit coup de bras pour faire signe parce que Bobrik est très fatigué. Il a pris un relais très fort. Cette Il est obligé accélération de laisser revenir. a fait exploser véritablement le peloton. Laurent Jalabert est toujours là, on le voit. Très facile. Regardez Laurent Jalabert avec son maillot blanc. Le peloton a explosé, mais pas l'équipe Once. Elle est Pas vraiment l'équipe très Once. solide, cette équipe Once. Tout le monde a fait des efforts. Laurent Jalabert, lui, n'a pas encore fait un seul effort. Il est toujours resté dans la roue. Ils ne sont plus que 8 derrière Pascal Richard. Pascal Richard vient de passer sous le panneau des 2 km. 2 km de l'arrivée pour Pascal Richard. Merci Thierry Blanco. Pascal Richard qui se bat, qui s'accroche. Mais maintenant, bien sûr, c'est la lutte derrière Pascal Richard. La lutte derrière qui va nous passionner dans le final de cette ascension du Grand-Duc. Et toujours cette allure, ça va mal à dire, de rouleau compresseur. Mais c'est fantastique, ça. On empêche toujours, on accélère, on accélère. Laurent Jalabert, très facile. Vous voyez, il y a une accélération. Il y a eu une accélération de Roberto Petito. Ce n'est pas une surprise. Petito qui avait déjà été à son avantage, souvenez-vous, dans le Mont-Faron, puis dans l'ascension menant à Notre-Dame-de-la-Garde dans le Ça va devenir plus dur pour Jalabert. Ça va devenir plus dur pour Laurent. Alors Non, Laurent Jalabert, non. première position. Ah oui, mais tout de suite, c'est Tsoulé, je crois, qui a bien se Alexis remettre Tsoulé. encore une fois. Bobrik est en 4e position. Première position. Ça fait mal à l'adversaire, ça. Lorsque Ouais. vous en mettez Andrei Une bonne Chmilé, attaque. Andrei Chmilé qui est décroché. Andrei Chmilé qui est décroché du groupe de Jalabert. C'est important. Andrei Chmilé, 2e du classement général à 1,43. Quelques longueurs de retard, mais il va falloir faire un effort pour venir boucher ce trou. Andrei Chmilé qui est au bord de la rupture, on le voit. Je pense que ce qui concerne le classement général, un homme comme Bobrik qui est à 1,49 de Jalabert sera demain beaucoup plus dangereux que Chmilé qui est à Ouais. 1,43. Ouais. Et toujours ce travail fantastique de l'équipe Once. Devant Jalabert, Hello, Grosse facilité. Abraham Olano, le champion Stéphane d'Espagne. Hulot en 3e position. Juste dans la roue de Laurent Jalabert. Stéphane Hulot qui est en train de réussir un grand Paris-Nice. Ouh, ça sera dur pour Chmilé. Ouais, Chmilé qui ne revient pas, qui voit plutôt l'écart se creuser. Jean-René. Thierry, Oui, Pascal Richard arrive sous la flamme rouge du dernier kilomètre. Nous rejoignons la ligne d'arrivée. voilà, Pascal Richard effectivement sous la flamme rouge. Moins d'1 kilomètre pour le Suisse Pascal Richard. Vainqueur d'étape sur le Tour de France, sur le Tour d'Italie, champion du monde de cyclocross qui va gagner cette 7e étape de Paris-Nice. Après s'être échappé à 27 km de l'arrivée. Pascal Richard qui en termine avec l'ascension du Grand-Duc. Pascal Richard très éprouvé, cela se lit sur son visage. Mais il est à l'abri maintenant de toute mauvaise surprise, même d'une crevaison. Il aura le temps, il est à 700 mètres de la ligne. Même une crevaison, même un saut de chaîne, il aurait le temps de réagir. Car vous voyez au fond, vous le voyez dans le virage, on ne voit pas apparaître ses poursuivants. Aucun coureur suisse jusqu'à présent n'a gagné l'étape de Mandelieu dans Paris-Nice. Il va être le premier. Voici le groupe de poursuivants. Avec toujours Laurent Jalabert, avec Bobrik, avec Stéphane Hulot, avec Alex Soule, avec Roberto Petito. Laurent Jalabert lui-même qui a pris la tête de ce groupe. Stéphane Hulot juste derrière lui. Superbe comportement de Stéphane Hulot. Il va falloir bientôt que Stéphane Hulot prenne des initiatives, car le niveau, il l'a. Bientôt, Stéphane Hulot va devoir prendre des initiatives pour devenir un grand coureur. Vous êtes d'accord là? Oui, certain que sur ce qu'il a montré jusqu'à présent,
Hello est tout de même capable de devenir un bon leader dans les années futures. Il ne sera pas, pour l'instant, tout au moins, malheureusement, dans une équipe française. Voilà. Nouvelle attaque de Regardez le Petito. même Petito qui surgit sur la droite avec Bob Rick dans sa roue. Laurent Jalabert immédiatement. Quelle facilité, Jalabert. Extraordinaire facilité. Pascal Richard qui va en terminer. Le dernier virage à droite pour le Suisse Pascal Richard. Dès que Jalabert, qui va garder son meilleur leader, aura franchi la ligne, nous vous rendrons l'antenne car vous le savez. Ensuite, vous irez à Birmingham pour les championnats du monde de patinage. Le libre dame. Vous retrouverez Nelson Montfort et Isabelle Duchesnay. Juste après, bien sûr, l'arrivée de Jalabert. Voilà Pascal Richard qui l'emporte. Top pour Pascal Richard. Superbe victoire d'étape du Suisse Pascal Richard. Nous allons. Voilà. Oh là là, Le ce sprint lancé de loin. Dans le deuxième groupe, c'est Bob Rick qui a lancé le sprint de très très loin. De trop loin Bob Rick, peut-être. Laurent Jalabert en deuxième position. Olano maintenant. Olano, Abraham Olano, le double champion d'Espagne qui fait un gros effort au milieu de la route. Il n'y a pas de bonification à l'arrivée. Abraham Olano, champion d'Espagne, en ligne contre la montre et Jalabert. Deuxième Jalabert, troisième Olano, quatrième Elon, cinquième Bob Rick. Voilà donc les arrivées, l'écart. Bernard Thévenet, très exactement, de 41 secondes. Ouais, 41 secondes. Laurent Jalabert conserve son maillot de leader. Superbe victoire de Pascal Richard. Rendez-vous demain sur France 3 pour l'ascension du Col d'Aise. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.